messieurs, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce mardi, certificat de fin d'études élémentaires et entrée en 6e. Les élèves sans extrait de naissance autorisés à composer. Les épreuves se dérouleront jeudi et vendredi prochain. Toutes les dispositions sont prises, assure l'Éducation nationale. À Thiès, la recrudescence des fuites de sujets inquiète les professeurs du lycée Malick Sy. Ces derniers alertent autorités et parents d'élèves. Et puis retour sur l'affaire Abdelas Diamé, victime d'un accident. Le jeune homme de 22 ans a succombé, vous le savez, de ses blessures à l'hôpital principal. Ses proches accusent le corps médical de négligence. Ce reportage va suivre. Voilà pour les titres et tout de suite le développement. Certificat de fin d'études élémentaires et entrée en 6e, les élèves sans extrait de naissance autorisés à composer par l'Éducation nationale. Les épreuves démarrent jeudi et vendredi, se dérouleront également vendredi et toutes les dispositions sont prises, assure l'Éducation nationale. Illustration à Saint-Louis du Sénégal, Ousseynou Diop et Habib Seck. Seck est candidate au certificat de fin d'études élémentaires. Elle est également la présidente du gouvernement scolaire de l'école des jeunes filles Boubacar Diop de Balakos. À quelques jours de l'examen, la candidate révise ses leçons et refait les exercices et sujets déjà corrigés à l'école. Bon, je révise mes leçons de la classe de CI jusqu'au CM2 je m'exerce dans toutes les matières. Aïssatou veut décrocher le CFE et passer en classe supérieure. Aujourd'hui, elle est très sereine. Elle veut également que ses camarades optent la même attitude pour décrocher le premier diplôme scolaire pour aller au collège. De bien se concentrer, de ne pas avoir peur et de bien lire les sujets. Et j'ai confiance en mes camarades. Elles peuvent réussir. Son père, Babacar Seck, veille sur ses études de tous les jours. À quelques heures de l'examen du CFE, son moral est au beau fixe. Mais il reste toujours sur ses gardes et prodigue des conseils à sa fille. C'est naturel. Bon, on la surveille chaque fois, ses devoirs, ses exercices, etc. Ensuite, on donne notre touche personnelle en tant qu'enseignant. De continuer sur la lancée sur laquelle elle a toujours été. Parce qu'elle est très studieuse, très engagée. Pour les examens du CFE, plusieurs mesures ont été prises par les autorités et acteurs de l'éducation. Le portable est formellement interdit dans les salles d'examen. Amadou Ndiaye, le secrétaire général de l'Union régionale des parents d'élèves de Saint-Louis, sensibilise pour éviter les cas de tricherie. Il faut quand même l'appui, la présence du parent, depuis la maison jusqu'au centre. Et maintenant, nous avons donné des consignes aussi à nos enfants. N'allez jamais au centre d'examen avec votre téléphone portable. Dans la région de Saint-Louis, 21 700 candidats vont tenter de décrocher leur premier diplôme scolaire. À quelques heures du début des examens, la concentration est maximale chez certains candidats. À Thiès, parents d'élèves et professeurs s'inquiètent de la recrudescence des fuites de sujets. Ils alertent les autorités sur ce phénomène inquiétant dans la cité du Rail. Charanta Diop essaie de la tire. Au niveau de tous les lycées de Thiès, les élèves ont démarré les évaluations. Les professeurs du lycée Malick Sy listent les points noirs de ces compositions du premier et du deuxième semestre. Nous sommes confrontés à des problèmes de fuite de nos épreuves, ce qu'on appelle des épreuves standardisées. Toute évaluation qui a été organisée au préalable, on constate que nos élèves ont déjà les épreuves. Cette problématique qui, à l'en croire, a été exposée aux autorités sans que ces dernières n'apportent aucune clarification. À 2 reprises, nous avons alerté les autorités académiques pour que des solutions soient trouvées à ce problème qui gangrène le système. Mais malheureusement, ce que nous constatons aujourd'hui, c'est un entêtement de l'autorité académique à vouloir continuer à administrer des épreuves qui, chaque jour, se retrouvent dans la rue avec les élèves. Le porte-parole des professeurs du lycée Malick Sy de Thiès soutient que la fuite des épreuves a touché tous les lycées de Thiès. La situation aujourd'hui nous dépasse, nous professeurs du lycée Malick Sy, parce que des preuves ont été rassemblées dans presque tous les établissements de Thiès, que ce soit au lycée Malick Sy, que ce soit au lycée Fayou, au lycée Amadou Ndak Seck, dans les CM, des preuves avérées de fuite lors des évaluations de composition du premier semestre et du second semestre. Les professeurs du lycée Malick Sy de Thiès sont fermes dans leurs décisions. Désormais, ils ne vont plus administrer des épreuves qui proviennent de l'inspection d'académie de Thiès tant que cette question n'est pas réglée, disent-ils.
L'autre grand titre de cette édition, nous vous parlions de la mort de Abdallah Dramé, ce jeune de 22 ans, victime d'un accident qui a succombé à ses blessures à l'hôpital principal. Ses proches accusent le corps médical de négligence. Reportage Abi Faye. C'est sur ce pont qu'Abdallah Dramé a été victime d'un accident. Il a été heurté par un taxi qui a aussitôt pris la fuite. Les secours sont rapidement arrivés sur les lieux et l'ont évacué vers l'hôpital principal, conformément aux souhaits de la victime. Une fois sur place, il a reçu les premiers soins. Sa mère, profondément attristée, s'est confiée sur la situation avec douleur. Samedi passé, le 14 août, Madame Setiko, 13h. Ce samedi vers 14h, je suis allée rendre visite à mon fils à l'hôpital. En le voyant, j'ai remarqué que sa poitrine était enflée et qu'il avait mal à respirer. Inquiet, je suis sortie pour chercher un médecin. À ce moment, un membre de l'hôpital m'a demandé de quitter les lieux, disant que j'avais dépassé les 3 minutes de visite autorisée. Selon elle, une négligence aurait été constatée dans la prise en charge initiale d'Abdallah Dramé à l'hôpital. Malheureusement, le jeune homme n'a pas survécu à ses blessures. Adama Gaye, sa mère, dévastée par la perte de son fils, n'a pu contenir sa colère. Elle dénonce vivement le comportement de certains membres du personnel médical qu'elle accuse de manque de professionnalisme et d'humanité dans les hôpitaux. Le jour du drame, j'ai signalé à un infirmier que mon fils Abdallah Dramé n'avait plus d'oxygène. Au lieu de réagir, il m'a crié dessus en disant qu'il en avait assez d'entendre parler de lui. Sa sœur a aussi alerté, mais sans effet. L'infirmier a menacé de confisquer son téléphone, disant qu'on le fatiguait. J'ai insisté, si Abdallah appelait à l'extérieur, c'est parce qu'il n'arrivait pas à voir de médecin. Pourtant, personne ne l'a consulté immédiatement. 12 minutes plus tard, il m'appelle en disant « Maman, je m'étouffe ». Puis il fait un arrêt cardiaque. L'hôpital m'a simplement annoncé qu'il avait tenté une réanimation sans succès. Mam Fatou Diallo, cousine de la victime, a été la dernière personne à lui avoir parlé avant son décès. Je demande aux médecins et au personnel de santé de revoir leur comportement dans les hôpitaux. Abdallah est mort et même s'il ne reviendra pas, je parle aujourd'hui pour tous ceux qui viendront après lui. Pourquoi certains disent qu'ils ne prennent pas en charge les victimes d'accidents de deux roues? Ces jeunes sont des êtres humains. Ils ont des familles, des rêves, des responsabilités. Ils méritent soin. Le jeune Abdallah, décrit comme plein d'avenir, sa mort laisse un vide immense dans sa famille et son entourage. Avant d'entamer toute procédure judiciaire, la famille prévoit de se réunir pour décider ensemble des suites à donner à cette affaire. Une chose est certaine, elle ne compte pas laisser ce drame sombrer dans l'oubli, ni rester sans réponse. Et la tension est montée d'un cran au centre de santé Baital Diop de Pikine où les agents municipaux ont organisé un sit-in pour protester contre le non-paiement de leur salaire et la gestion qu'ils qualifient de nébuleuse. Voici Kodou Sidibé, sage-femme d'État interrogée par notre équipe dans la banlieue de Dakar. Le premier point fait référence aux conditions de recrutement, de traitement salarial et de protection sociale injuste et impartiale des agents communautaires du centre de santé pour certains exerçant depuis 20 ans dans la structure. Nous avons noté une inégalité de traitement salarial entre une même catégorie socio-professionnelle, ce qui était contraire au Code du travail. Ces agents ne bénéficient d'aucune protection sociale ni médicale aux besoins, comme stipulé dans le Code du travail. La gestion démocratique du personnel étant un principe fondamental de bonne gouvernance et un acquis syndical ne peut être remise en question. Nous réclamons une gestion transparente des postes d'ICP et de maîtresse sage-femme d'État des postes de santé du district. Le processus de la gestion des recettes
du centre de santé, aussi bien dans la collecte, l'acheminement à la banque, l'application des clés de répartition ne répondent à aucun texte établi. Le CDS opère en nébuleux. L'opportunisme et le népotisme s'ériguent en règle pour le partage du gâteau. Dans l'actualité également, le retard de la publication des rapports trimestriels d'exécution budgétaire et les arguments avancés vous le savez, par le ministère des Finances. Les rapports seront publiés le lundi 23 juin, un délai supplémentaire justifié par un processus de recensement, de reclassification et de fiabilisation des données financières dans le cadre d'une réforme visant à renforcer la transparence et l'orthodoxie budgétaire selon les finances. Le vice-président de l'Assemblée nationale, Samba Dang, en phase avec ces arguments. Le voici avec Dissa Prera. Nous sommes dans un pays où parler c'est difficile, c'est pourquoi il faut toujours éclairer la lanterne des Sénégalais pour savoir pourquoi vous parlez par rapport à cette question-là. Donc cette question-là n'était pas là pour d'autres du jour, mais vous m'avez demandé cette question et je suis tenu en tant que parlementaire représentant du peuple donc d'en parler. Vous savez, dans la loi de finances et dans le règlement intérieur de l'Assemblée nationale et dans la Constitution, on doit avoir ce qu'on appelle la publication du rapport trimestriel d'exécution budgétaire. Chaque 3 mois, le ministère des Finances est obligé donc de publier un rapport qui montre l'exécution du budget qu'on a voté. Mais il faut prendre 2 choses. Publier un rapport en est un, mais publier un rapport véridique en est une autre chose. Moi, je pense que je préfère avoir un rapport véridique, un rapport qui montre des chiffres qui ne sont pas maquillés, que d'avoir un rapport dont les chiffres ont été maquillés. C'est pourquoi je rejoins le ministre de l'économie et des finances qui dit que c'était pour simplement donner des chiffres qui ne sont pas maquillés, donner de vrais chiffres. Parce que nous l'avons vu, nous avons trouvé ici un pays qui était vraiment un tout petit peu avec des finances qui n'étaient pas du tout catholiques, sincères. Et maintenant, pour avoir des finances sincères, pour avoir des rapports sincères, il faut prendre du temps et montrer des chiffres qu'on ne peut pas demain vraiment dire que oui, ce sont des chiffres, mettre en cause. Et moi, je rejoins donc le ministre par rapport à ça. Nous avons besoin d'assainir un pays, nous avons besoin des chiffres corrects, mais des chiffres exacts. Et si nous avons ces chiffres exacts-là, je peux dire qu'Alhamdulillah, maintenant, publier pendant 3 mois, s'ils peuvent, c'est bon. S'ils ne peuvent pas aussi, on leur laisse la latitude de nous donner les chiffres. Ce qui est essentiel, c'est de publier un rapport. Le temps, c'est bon, mais moi je pense que publier un rapport exact, avec des chiffres exacts, est meilleur. À la une également de l'actualité, 62 des 66 organisations de la société civile participantes qui étaient présentes lors du dialogue national se démarquent du consortium de la société civile. Selon ces organisations, selon les membres de ces organisations, la déclaration de M. Moundia Cissé et ses pairs ne les engage nullement. Voici Soleiman Gueye, membre du mouvement FRAPP. Aucune organisation extérieure, aucun cabinet privé, aucune ONG, aucun groupement de circonstances ne détient mandat pour parler en notre nom, ni pour nous représenter dans quelque cadre que ce soit. Il faut que ce soit très clair aujourd'hui. Il y avait 66 organisations, comme je viens de le dire, dans la commission démocratie, liberté et droits humains. 66 organisations de la société civile. Cette commission était organisée en 3 composantes. Parti politique de la majorité, parti politique de l'opposition et société civile. Dans ces 66 organisations, les 62 se démarquent du consortium de la société civile initié par 4 organisations et de la déclaration de M. Moundia Cissé et de ses pairs de cabinet qui ne nous engage pas. Donc cette déclaration qui engage 4 organisations dans les 66 n'engage pas les 62 autres organisations. Désormais, nous allons prendre en charge notre destin et nos missions d'accompagner le peuple. Ces organisations veulent jeter le discrédit sur le consortium, se défend Moundia Cissé de l'ONG 3D que voici.
que nous avons faites ne les engage pas, et c'est le contraire qui aurait étonné. Parce que nous étions réunis, c'était un regroupement circonstanciel au niveau du dialogue. Il y avait du tout dans le dialogue, il y avait des marchands ambulants, il y avait des commerçants, il y avait les forces paysannes, il y avait les femmes, les associations féminines, il y avait les religieux. Et il y avait donc un regroupement circonstanciel, y compris les organisations de la société civile qui travaillent sur les élections. Donc, c'était le dialogue. Au moment de notre sous-commission, c'était un regroupement circonstanciel. Mais après cela, chacun prend sa ligne. Nous ne voyons pas la même chose, nous ne voyons pas les choses de la même manière qu'avec les forces paysannes ou avec l'UNACOIS et autres. C'est normal. Donc, eux, ils peuvent faire leur communiqué. Comme nous, organisations qui avons travaillé sur les élections, pouvons faire notre communiqué. Dans cette commission-là, je présidais, ma voix n'était pas prépondérante. Je facilitais les discussions entre les membres de cette commission. Je n'ai décidé de rien. Toute autre chose, rencontre de réflexion et d'évaluation de la loi sur le plastique au Sénégal. La commission des délégations de l'Assemblée nationale évalue les forces et faiblesses de cette loi votée en 2020. Compte rendu d'Issa Prera. Dans la loi de 2020, il était interdit la production, l'importation, la vente et l'utilisation de plastique à usage unique et de sachets plastiques à faible micronage. Mais 5 ans après le vote de cette loi par l'Assemblée nationale, son application n'est pas encore réellement effective. Le défi de la pollution plastique est devenu vraiment très important au Sénégal. Nous voyons plus de 250 000 tonnes de déchets plastiques produits dans le pays chaque année. Et ces chiffres sont en constante augmentation. Et une infime partie, moins de 15% de ces déchets plastiques sont recyclés. Il faut absolument réduire cette pollution plastique, et en particulier l'usage des plastiques à usage unique. Et c'est ce que la loi de 2020 a essayé de faire. Je pense qu'il y a eu un certain nombre d'obstacles à la mise en application de cette loi. Par exemple, quelques retards dans l'adoption de textes d'application, le manque d'engagement des parties prenantes. Des obstacles qui sont à l'origine de cette difficulté à appliquer la loi que les députés veulent aujourd'hui revoir et corriger pour davantage d'efficacité. À mon avis, il a manqué de l'inclusion dans l'adoption de cette loi-là. Il me semble qu'on n'a pas suffisamment associé tous les acteurs dans la préparation de cette loi. Parce qu'une loi, adopter une loi, c'est une chose, mais l'appropriation de cette loi, c'est autre chose. Et il me semble que c'est cette appropriation qui a manqué du fait qu'il n'y a pas eu suffisamment d'inclusion lors de la préparation de cette loi-là. Pourquoi la non-application? Parce qu'il y a un sérieux problème. Lors de la 14e législature, donc la loi a été votée en 2020, mais nous, lors de la 14e législature, on a voté des taxes sur l'importation du plastique. Vous ne pouvez pas voter des taxes sur un produit prohibé. Donc, dès l'instant que vous votez des taxes sur un produit prohibé, ça veut dire que le produit n'est plus prohibé. Donc, ça pose énormément de problèmes. C'est pourquoi cet atelier vise deux choses. La première, c'est quoi? C'est tout simplement améliorer la loi précédente. Donc, outiller les parlementaires à avoir les capacités nécessaires pour améliorer la loi précédente. Pour les autorités sénégalaises et les partenaires, la lutte contre le péril plastique n'est pas un luxe environnemental, mais un impératif de santé publique. Et allons à Matam pour parler agriculture. Le gouvernement a initié un plan de relance agricole pour faire face aux conséquences des inondations. Les intrants ont été mobilisés. Les paysans s'attendent à des rendements records en cette campagne dite de contre-saison toute particulière. Voyons tout cela avec Ali Bandeniang. Initié par le gouvernement suite aux inondations qui avaient emporté plus de 2000 hectares de rizières, le plan spécial de relance arrive à son terme. Lancé par Dr Alpha Ba, secrétaire d'État en charge des coopératives agricoles, la campagne de contre-saison chaude est partie pour battre le record en termes de rendement. Pour la première fois dans l'histoire de la culture irriguée du riz, plus de 3000 hectares ont été emblavés grâce aux intrants agricoles mis à la disposition des paysans. Les récoltes ont démarré
effectivement, mais quand même, ça a été en tout cas le résultat, en tout cas d'un travail bien, en tout cas organisé, c'est-à-dire c'est depuis l'État, avec l'appui en tout cas en intrant, donc pour mettre à disposition dans l'ensemble des zones, des magasins, en tout cas les engrais qu'il faut, avant même en tout cas le démarrage des cultures. Ça a été un point fort. Il y a aussi ce qu'on appelle en tout cas les CRD qu'on a eu à faire. À Boki-Saboundou, les paysans lourdement endettés auprès de la banque agricole sollicitent l'appui de l'État pour s'engager rapidement vers une deuxième campagne hivernale. Nous nous félicitons de cette réaction du gouvernement du Sénégal parce que nous avons pu traverser une campagne de contre-saison pour une première fois dans la zone. Aujourd'hui, ce qui entre notre sommeil, c'est qu'on se dirige vers l'hivernage. Tout le monde sait que la campagne hivernale est la plus grande des campagnes en riz dans la région de Matam. Et nous, par exemple, nous sommes fortement endettés au niveau de la banque. Et la banque exige le remboursement total de ses dettes. Mais imaginez un père de famille qui n'a que 0,25 à 0,50 hectares. Quelle que soit la grandeur de la teneur de rendement, on ne peut pas subvenir aux besoins de la famille. On a en tout cas convié l'ensemble des acteurs et par rapport à nos prévisions, il fallait aussi régler le problème en tout cas du financement des campagnes et que la LBA aussi a accompagné en tout cas pas mal d'organisations. Aujourd'hui, on est à plus de 200 et quelques millions en tout cas. Les riziculteurs qui entament les récoltes vont devoir faire la course contre la montre. En l'absence de moissonneuses batteuses, ils devront accélérer les récoltes avant le début des fortes pluies. Merci Ali. Et puis un mot de sport, randonnée pédestre, sensibilisation au dépistage et à la vaccination contre les cancers. Le thème de la première édition de la grande randonnée organisée par l'IP4Med IMSD, un institut de formation de médecine. Activité réussie selon un des organisateurs, Aliou Kondi, avec Cher Salivou Diarra. C'est tout un ensemble qui était autour de cette randonnée et qui ont fait qu'aujourd'hui, la réussite de cette randonnée. Et comme le disait tout à l'heure le professeur Sall, je crois que c'est un adage qui est connu. Hein. C'est un esprit sain dans un corps sain, je crois que c'est maintenant connu. Et je pense qu'à partir de maintenant, nous allons inscrire notre agenda sportif par rapport à cette randonnée pour chaque année, au moins qu'on puisse organiser une randonnée. Je remercie d'abord notre corps administratif, nos encadreurs, en la personne de M. le gérant, le professeur Sall et tout son staff. Je crois qu'ils nous ont aidés, ils ont été à nos côtés pendant presque 3 mois pour la préparation de cet événement. Et puis football, ASC Dara accède en National 1. Le club a concédé le nul blanc face au Diamono FC de Diourbel lors de la 22e journée de National 2 ce mardi. C'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Soir d'info dans un instant. La suite avec ce soir le docteur Mamadou Diao Paris. A tout de suite.